Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Alors, comme nous l'avons indiqué au départ, aujourd'hui on va traiter le cours sur le langage. Voilà, on va traiter le cours sur le langage. Alors, je répète que le langage fait partie du domaine 2 qui est intitulé Être héritier, bon, qui est composé de C'est bon? Voilà, je vois que pour l'instant, j'ai une seule vue en direct, c'est Moussé Dia. Oui, je pense que le son est normal en ce moment. Voilà, bon, on attend quelques arrivées pour pouvoir démarrer ce cours, comme je l'ai dit tantôt. Ouais, on va démarrer le cours, comme je vous l'ai dit tantôt. Attention. Il faut que je fixe d'abord mon téléphone, parce qu'il bouge. Oui, pour pouvoir... Théocratos, Monsieur Babacar, je te vois. Bienvenue. Oui, mon téléphone n'est pas encore équilibré. Il faut qu'il ait d'abord la position debout. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est bon. Alors, tantôt je l'ai dit, aujourd'hui donc je vais essayer de traiter le cours portant sur le langage et je répète que ce cours-là fait partie du domaine 2, être héritier, c'est-à-dire tout ce qui est culturel selon. Alors, mon collègue qui était là hier a déjà introduit ce champ-là, Moussé Dia. Hier, il avait fait l'introduction générale du champ. Je rappelle que les introductions générales des champs ou bien des domaines sont très intéressantes parce qu'au bac, on peut vous donner un sujet qui porte sur un champ. Voyez? Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Il ne faut pas les minimiser. C'est-à-dire être soi-même, être héritier, vivre ensemble, vivre bien et le domaine aussi dire vrai. Alors, dans tous ces domaines-là, il y a à chaque fois des introductions générales. Et au bac, vous pouvez avoir un sujet qui porte justement sur cette introduction générale-là. Bon, bref, bon, pour ne pas être trop en retard, on va aborder donc aujourd'hui la question du langage. Alors, le langage, donc, c'est la première notion du domaine. C'est la première notion du domaine être héritier. Pourquoi c'est la première notion du domaine être héritier? Parce que tout simplement, le langage est le premier élément culturel chez l'homme. Le langage est le premier élément culturel chez l'homme. Alors, pour comprendre ce que c'est le langage, il va falloir voir le langage, le domaine auquel il appartient. C'est-à-dire, le langage, où est-ce qu'il appartient, à quel champ? Alors, le langage appartient au domaine de la communication. Ou bien, le langage est inscrit dans un vaste champ qu'on appelle la communication. Donc, le langage appartient à la communication. Donc, maintenant, il va falloir demander la question suivante. Qu'est-ce que la communication? Qu'est-ce que la communication? Alors, il y a communication
là où il y a un message qu'on peut décrypter, un message qu'on peut déchiffrer, un message qu'on peut comprendre. Ce qui fait que maintenant, la communication va être un champ aléatoire. La communication peut porter sur le domaine technique. D'abord, la communication est opérationnelle dans le domaine technique. Par exemple, quand vous êtes en contact avec un guichet automatique, là, le guichet peut communiquer avec vous. Il vous dit, par exemple, faites entrer votre code de carte. Là, vous entendez, il le dit oralement. Quand vous êtes aussi entré dans une voiture, si la portière n'est pas fermée, la voiture aussi peut vous donner un message oral en vous disant que l'une des portes de votre voiture n'est pas fermée. Donc, vous voyez, la communication est appliquée dans le domaine technique. La communication est aussi appliquée dans le domaine de l'environnement ou bien dans le domaine de la nature. Par exemple, si vous avez un fruitier, c'est-à-dire un arbre qui produit des fruits, un manguier par exemple, avant qu'il ne donne ses fruits, il donne ce qu'on appelle des prémices, c'est-à-dire des fleurs. Là, l'arbre vous envoie des messages. Il vous dit que dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, je vais produire des fruits. Avant qu'il ne pleuve aussi, le ciel nous envoie un message communicationnel. Le ciel, donc, produit des nuages qui se regroupent, des nuages noirs, un changement climatique, un petit vent qui souffle et des tonnerres qui bourdonnent. Ça montre que dans quelques instants, il y aura la pluie. Donc, vous voyez, la communication donc, est appliquée dans le domaine technique. Elle est aussi appliquée dans le domaine de l'environnement. Elle s'applique aussi chez l'homme et chez l'animal. Justement, cette communication chez l'homme et chez l'animal, c'est ça qu'on va appeler langage dans ce cours-là. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, ici, c'est ça qui va nous intéresser, le langage chez l'homme et chez l'animal. Donc, vous voyez, je répète que le langage, s'inscrit dans ce domaine qui est vaste, qui est la communication. La communication est appliquée dans le domaine de la technique, elle est appliquée dans le domaine de la nature, elle est appliquée chez l'homme et chez l'animal. Et cette communication-là, chez l'homme et chez l'animal, c'est ça qu'on appelle le langage. Alors maintenant, qu'est-ce que le langage? Pour définir le langage, on va convoquer deux définitions. La première définition que je vais donner tout de suite est beaucoup plus vaste. Cette définition-là, je peux la formuler comme suit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le langage est une faculté naturelle appartenant à des êtres vivants pour qu'ils puissent donner leur expression. En d'autres termes, donc quand je dis le langage comme faculté naturelle. Faculté, quand on dit faculté, c'est quelque chose qui est inné. Donc cette faculté-là appartient, le langage comme faculté naturelle, elle appartient à la fois à l'homme et à l'animal. Ici. Maintenant, la faculté, elle appartient à l'homme et à l'animal, mais la faculté ne se présente pas de la même façon aussi chez l'animal que chez l'homme. Il y a une différence. L'animal a une forme de langage grâce à cette faculté-là. L'animal maintenant naît avec cette faculté-là qui lui permet de produire un langage. Maintenant, ce langage animal-là, il est limité. Il est très limité. Donc, l'animal, produit son langage à travers des sons, c'est-à-dire des cris. Vous voyez, un chat par exemple, il miaule. Si vous avez un mouton, il bêle. Si vous avez un cheval, il hennit. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont des cris. Vous voyez, d'autres animaux maintenant communiquent avec des gestes. Ce qu'on appelle le langage gestuel. Si vous avez les abeilles, par exemple, elles dansent. La danse qu'on appelle la ronde chez les abeilles, ça c'est une forme de langage. Donc vous voyez, donc l'animal est capable de produire un langage oral et un langage aussi gestuel, grâce à cette faculté-là dont je viens de parler tout à l'heure. Maintenant, ce langage animal est limité parce que soit c'est un langage qui se manifeste à travers des cris,
soit aussi c'est un langage qui se manifeste à travers tout simplement des gestes. Voyez, alors maintenant ce langage-là chez l'animal, ce n'est pas un langage qui est acquis. Non, l'animal n'apprend pas ce langage-là. Il est né avec ce langage-là. Voyez, un petit mouton qui est né, voyez, alors le premier jour qu'il est né, il commence à crier. Et il crie de cette façon-là. Peut-être la voix va changer quelque temps après. Mais il crie de cette façon-là jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez, il n'y a pas une évolution. Ce qui est la contradiction totale avec le langage qui se passe chez l'homme. Voyez donc, le langage comme faculté naturelle qui appartient à la fois à l'animal et à l'homme. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai parlé du langage chez l'animal. Maintenant, cette même définition-là, elle est applicable aussi chez l'homme. On peut dire que le langage est une faculté naturelle, bon, qui appartient aussi à l'homme. Pourquoi? C'est une faculté naturelle. Maintenant, cette faculté-là, on va la scinder en deux parties chez l'homme, ce qui ne se trouve pas chez l'animal. Cette faculté-là, c'est quoi? C'est d'abord la raison, la pensée, ce que l'animal ne possède pas. L'autre cours, on en avait déjà parlé. La pensée, l'animal est un animal, et l'animal est un être qui ne pense pas. Voyez, donc la faculté chez l'homme, d'abord il y a la pensée. Ensuite, l'autre partie de la faculté, ce sont les organes qui permettent à l'homme de véhiculer son langage. Si on prend le langage oral, il y a un ensemble d'éléments qui font qui vont permettre à l'homme de réaliser facilement l'oralité. C'est la langue, ce sont les dents, ce sont les lèvres, c'est le nez, etc. Donc, vous voyez, donc voilà donc ces deux choses-là qui se combinent pour permettre à l'homme de produire un langage. Vous voyez, quand on dit langage comme faculté naturelle chez l'homme, donc cette faculté-là, alors il faut prendre ces deux choses-là en charge. C'est-à-dire la conscience et les éléments, c'est-à-dire les organes qui permettent à l'homme de produire des sons ou bien n'importe quel langage. Maintenant, c'est la première définition. Donc, si on prend la première définition, je répète ça, la première définition, c'est quoi? Le langage est une faculté naturelle permettant à des êtres vivants ou bien à quelques êtres vivants de produire, d'exprimer, de produire, voilà, un langage. De produire, par exemple, une communication, si vous voulez bien. Voyez? Donc maintenant, cette définition, le langage en tant que faculté naturelle, elle est partagée avec les hommes et les animaux. Chez les animaux, maintenant, cette faculté-là, elle est limitée parce que cette faculté, c'est tout simplement, c'est l'animal la possibilité de produire des sons ou bien des gestes ou bien des signaux aussi. C'est une possibilité. Voilà. Maintenant, chez l'homme, cette faculté-là comprend deux parties. La première partie, c'est la pensée. La seconde partie maintenant, ce sont les éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éléments, ce qu'on appelle les éléments phonatoires en général, c'est-à-dire le nez, les dents, les lèvres, etc. Donc, maintenant, voilà la première définition du langage. Donc, le langage comme faculté naturelle permettant à des êtres vivants de produire une communication qu'on peut décortiquer. Maintenant, pour la deuxième définition du langage, c'est le langage en tant que système de signes permettant aux individus d'exprimer leurs idées. Voilà. Le langage est un système de signes permettant aux individus d'exprimer leurs idées, c'est-à-dire leurs pensées. Cette deuxième définition appartient uniquement à l'homme. Cette deuxième définition-là, maintenant, s'applique à l'homme. Pourquoi? Quand on dit langage comme un système de signes, alors ce langage-là comme système de signes est un langage qui est acquis. Ce langage-là maintenant s'apprend. Ce langage qui est comme système de signes maintenant, c'est un langage qui s'apprend. Il est acquis, l'homme l'apprend. Puisqu'il détient déjà, parce que maintenant, il faut comprendre qu'il y a une combinaison entre la première définition que j'avais donnée au départ et cette deuxième définition-là. Puisque l'homme détient la faculté qui lui permet de véhiculer un langage maintenant, il a la possibilité d'apprendre un langage. Maintenant, quels sont les langages que l'homme peut apprendre? Les langages que l'homme peut apprendre, au moins on peut en citer 4. Le langage oral, à travers les langues.
le langage écrit, oui, toujours à travers, par le moyen des langues. Il y a aussi le langage gestuel en plus des signaux. Donc, l'homme est capable, vous voyez, d'utiliser la parole, c'est-à-dire le langage oral. Il est capable d'utiliser les gestes. Il est capable aussi d'utiliser l'écriture. Il est capable aussi d'utiliser les signaux. Donc, c'est là que l'homme dépasse l'animal. Vous voyez, chez l'animal, j'en avais cité que 2 ou bien 3. Vous voyez, le langage gestuel et l'écrit. Vous voyez, donc maintenant, le langage, donc vous voyez, comme système de signes permettant aux hommes d'extérioriser leurs idées. Vous voyez, j'ai dit aux hommes, donc cela veut dire que c'est une propriété humaine. Ça appartient uniquement à l'homme, justement. Donc, voyez que le langage, donc, ça prend chez l'homme. Chez l'homme, le langage, ça prend chez l'homme. Maintenant, l'homme, donc, apprend l'oralité à travers les langues. Une langue s'apprend. Il apprend aussi l'écriture. Il peut apprendre aussi des gestes. Il peut apprendre aussi le langage des signaux. Maintenant, on va détailler ces 4 éléments-là. Si on parle du langage oral, je vous l'ai dit tout à l'heure, le langage oral ne peut se réaliser que dans une langue. Le langage oral ne peut se réaliser que dans une langue. Alors, pour qu'il y ait langue, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes, ou bien une communauté. Une langue parlée par une seule personne, ça n'existe pas. Ça, il faut le savoir. Une langue qui est parlée par une seule personne, ça n'existe pas. Alors maintenant, pour qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait 2 personnes ou bien une communauté. Voilà ce qui va nous permettre aussi d'aborder un peu la question de la langue. Donc la langue, c'est ce qui permet à l'homme de véhiculer son langage oral. Maintenant, qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est tout simplement un moyen d'expression appartenant à une communauté, qui est propre à une communauté. Maintenant, la langue, elle est composée de plusieurs éléments. Il y a différentes sortes de langues. Il y a ce qu'on appelle la langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle qui est parlée dans une famille. C'est la langue qui est parlée dans une famille. C'est ça qu'on appelle langue maternelle. Exemple, à Djibouti, le Somali, c'est une langue maternelle. L'Afar, c'est une langue maternelle. L'arabe, c'est une langue maternelle. Parce qu'elle est parlée en famille. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les langues nationales. La langue nationale, c'est celle qui est parlée par la plus grande partie de la société. On a dit nation. Vous voyez, ce sont les langues qui sont les plus parlées dans une société. Si on prend Djibouti, les langues nationales, on peut dire que c'est le Somali, c'est l'Afar, aussi c'est l'arabe. Donc vous voyez, langue maternelle, langue nationale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les langues officielles. Les langues officielles, ce sont les langues qui sont pratiquées dans les administrations. Si on prend Djibouti, la première langue officielle, c'est le français. Voyez, si vous allez, par exemple, au Kenya, par exemple, la langue officielle, c'est l'anglais. Si vous allez en France, la langue officielle, c'est le français. Donc, vous voyez, maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle des langues internationales. Qu'est-ce qu'une langue internationale? Ce sont les langues qui sont parlées presque partout sur la planète Terre. Alors, les langues nationales, on peut en citer quelques. C'est l'anglais, c'est l'arabe, c'est le français. Donc, vous voyez, la question de la langue, donc, elle est là. Elle est en rapport avec le langage oral. Donc, le langage oral, exactement maintenant, ce véhicule se déroule avec ces différentes langues-là que je viens de citer. Soit langue maternelle, soit langue nationale, soit langue officielle, soit langue universelle. Maintenant, une langue peut être à la fois une langue universelle, une langue maternelle, ça dépend des zones, ça dépend aussi des pays. Bon, une langue peut être à la fois langue maternelle, langue nationale et même langue officielle et après même langue internationale. Ça dépend. Donc voilà, donc le langage donc, peut être oral. Et s'il est oral, il ne peut se dérouler qu'à travers ces canaux de langage que je viens de citer, c'est-à-dire les différentes formes de langue que je viens de citer. Maintenant, ces langues-là, elles peuvent être transcrites sous forme de graphisme, c'est-à-dire sous forme d'écriture. Ce qui fait que donc, le langage oral peut être aussi un langage écrit. Donc, vous voyez, donc, l'écriture, ce n'est rien d'autre que la transcription graphique d'une langue.
Voyez, c'est des lettres tout simplement. C'est ça qu'on appelle l'écriture. Ce n'est rien d'autre qu'une langue qui est transcrite sous forme de lettres et qui constitue des phrases logiques, ce qui va constituer un discours. Un discours cohérent. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le langage oral, voilà le langage écrit. Maintenant, le langage gestuel aussi existe. C'est-à-dire faire des gestes. Par exemple, si je fais comme ça veut dire tais-toi, taisez-vous. Si je fais comme ça peut signifier écoutez, regardez. Voyez, ça qu'on appelle le langage gestuel, ce qui se fait avec le corps. Voyez, le langage aussi peut se dérouler dans le cadre des signaux. Un signal des signaux. Par exemple, si vous sortez la nuit, vous marchez sur l'avenue 13, par exemple, vous pouvez voir une image qui clignote. Généralement, cette image-là a la couleur verte. Et ça symbolise quoi? L'existence d'une pharmacie. Ça montre que la pharmacie est ouverte. Donc, vous voyez, ça c'est un signe. Un signal. Vous voyez, si vous conduisez une voiture aussi, devant le panneau de signalisation, si le feu est rouge, là, vous vous arrêtez. Pourquoi? Parce que ça veut dire arrêtez votre voiture. Donc là, vous voyez, c'est un langage. Ça, ce sont des signaux. Donc, vous voyez, donc le langage peut se manifester à travers l'oralité. Il peut se manifester à travers l'écriture, il peut se manifester aussi à travers les gestes, il peut se manifester aussi à travers les signaux. Donc, chez l'homme. Par contre, au début, je vous avais dit que le langage animal se résume généralement en deux parties. Il se résume généralement dans deux cadres. Soit avec les cris, soit avec les gestes. Et peut-être avec les signaux, par exemple, chez les fourmis. Maintenant, ce qu'il faut retenir, jusqu'à là, ce que je viens de dire, sachez que le langage humain est beaucoup plus aléatoire que le langage animal. Très bien. Maintenant, on progresse. Ce langage humain-là repose sur quelque chose de fondamental. Quelque chose qui est même l'essence du langage. Ce quelque chose de fondamental-là, dans le langage humain, c'est la pensée. C'est-à-dire, si vous voulez, la conscience. On ne peut pas séparer, en tout cas une bonne partie de la philosophie, ne peut pas séparer le rapport entre le langage et la pensée. En d'autres mots, le langage est consubstantiel à la pensée. Ce n'est pas deux entités séparées. Ce sont des choses qui sont confondues. Voyez? Et là, la plupart des philosophes ont accepté cette idée-là, qui disent que, par exemple, langage, c'est la pensée, ou bien la pensée, c'est le langage. Si on recule jusqu'à même l'Antiquité, le mot logos, ça signifie discours. Mais pas simplement un discours. Quand le grec dit logos, c'est à la fois la raison et le discours. Autrement dit, la parole, soit la parole est écrite ou bien elle est prononcée, et en plus de ça, la pensée. Donc l'ancien grec, le grec de l'Antiquité, ne faisait pas la différence entre langage et pensée. Ces deux choses-là sont strictement liées. On ne peut pas les séparer chez les anciens grecs. Vous voyez? Donc, Socrate même, il dit quelque part que le fait même de se taire, c'est-à-dire de ne pas parler, le silence est même un langage. Se taire, c'est parler, ce que disait Socrate et Platon. Se taire, c'est parler. Pourquoi? Parce que celui qui se tue, celui qui ne parle pas, il est en train de penser. La pensée est un langage intérieur. Voyez? Donc, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas, donc, scinder le langage et la pensée. Le langage d'un côté et la pensée d'un autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Aristote disait que le langage donne corps ou bien donne forme à la pensée. Vous savez que la pensée n'a pas de forme empirique. La pensée n'a pas de corps. Mais dès que vous prononcez un mot, ou bien dès que vous écrivez un mot, ou bien dès que vous faites un geste, ça c'est que vous avez donné une forme à une partie de votre pensée. La pensée devient concrète chez Aristote. Voyez? Donc, quelqu'un comme Kant dit que c'est dans les mots que nous pensons. Effectivement, c'est Nietzsche aussi. C'est dans les mots que nous pensons. Voyez? Donc, et si on recule encore, même les grands littéraires,
cette célèbre citation de Boileau qui dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots arrivent aisément pour le dire. Cela veut dire qu'il y a une relation très étroite entre le langage et la pensée. Donc, vous voyez, beaucoup de philosophes, ont montré que le langage et la pensée sont liés. Ils entretiennent des rapports directs. On ne peut pas les séparer. Vous voyez, un linguiste comme Ferdinand de Saussure dira que même le langage et la pensée, c'est comme cette feuille de papier-là. Voyez, et le recto et la pensée, et le verso et le son, c'est-à-dire le langage. On ne peut pas couper cette partie-là, le recto, en même temps couper le verso, en même temps, sans pouvoir couper en même temps le verso. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Si vous avez une pièce de 100 francs, le langage, c'est la partie pile, alors la face, c'est la partie pensée. Donc vous voyez, donc on ne peut pas décomposer, on ne peut pas donc séparer le langage et la pensée pour beaucoup de philosophes. Donc on peut dire qu'à partir de ce que je viens de dire, on peut dire que le langage a pour... Le langage, c'est l'homme, je veux dire. Alors, le langage a pour fondement chez l'homme la pensée, c'est-à-dire la conscience. Voyez, maintenant en philosophie, une thèse ne peut pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas d'accord sur une thèse en philosophie. C'est pas possible. Si tout à l'heure j'ai dit que la plupart des penseurs philosophiques ont développé que le langage équivaut à la pensée, alors il est possible maintenant de voir dans certaines situations une rupture entre le langage et la pensée. Il est possible de voir ça, de voir dans beaucoup de situations où le langage et la pensée n'entretiennent pas des relations. C'est quel genre de situation? Alors donc, ce que je vais appeler maintenant rupture entre langage et pensée. Alors maintenant, il y a deux niveaux de comprendre ces ruptures-là. Il peut y avoir quelque chose qui est dans notre pensée, une idée par exemple, qui est présente dans notre pensée, mais nous n'avons pas les mots pour dire cette pensée-là. Ce que Hegel dit maintenant, une pensée qui n'est pas encore mûre, une pensée qui est à l'état de fermentation. C'est-à-dire, c'est comme une mangue qui est verte. Une mangue verte, on ne la mange pas. Normalement, en principe, on ne doit pas manger la mangue verte. On doit manger la mangue qui est mûre. Voyez, c'est la même chose. Cette pensée-là, qui est dans notre âme, si vous voulez, qui est dans notre conscience, et nous n'avons pas la possibilité de l'exprimer, soit oralement, soit à l'écriture, alors, là, pourtant, on le sait. On sait que c'est clair. On le voit clairement, la pensée. On voit clairement, distinctement la pensée qui est à l'intérieur de nous, de notre âme ou bien de notre conscience. On voit cette idée-là. Mais le problème, on n'a pas les mots pour le dire. Voyez, on n'a pas les mots pour le dire. Voyez, on peut donner des exemples avec ça. Si vous prenez, par exemple, l'idée de Dieu, Dieu, la divinité, on n'a pas un mot. On n'a pas un mot exact pour dire Dieu. Ça n'existe pas. Dès qu'on dit Dieu, alors on est en train de le rabaisser. Dieu, on n'a pas de mot pour dire exactement Dieu. C'est-à-dire, le mot pour dire exactement Dieu, ça n'existe pas dans aucune langue. Même ce que je viens de dire, un mot pour dire exactement Dieu, ça n'existe pas dans aucune langue. Alors, les musulmans savent ça déjà. Si on prend le Coran, il dit que Allah a 99 noms. Allah a 99 noms. Mais il reste un 100e nom que personne ne pourra connaître. Cela veut tout dire. Cela veut dire que l'homme n'aura jamais le pouvoir de dire Dieu dans toutes ses définitions en un seul coup. Ça n'existe pas dans aucune langue. Voyez, donc le langage est limité. Il y a certaines choses qui sont dans notre pensée que le langage ne peut pas véhiculer. C'est impossible. Il y a autre chose, il y a aussi, c'est pourquoi un philosophe de l'Antiquité, un philosophe chrétien de l'Antiquité, dit nom de Saint Thomas, dit nom de Saint Thomas d'Aquin, dit que la meilleure façon de dire Dieu, c'est de ne pas le dire, justement. Pourquoi? Parce que Dieu c'est l'innommable, on ne peut pas le nommer. Il est l'innommable. Quelque chose qu'on ne peut pas nommer, c'est ça qu'on appelle innommable, on ne peut pas le nommer. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas, il y a certaines choses qui sont dans la conscience et qu'on ne peut pas exprimer à l'oralité.
oralement, c'est impossible. Il y a d'autres choses aussi qui sont dans le cœur, des sentiments qui sont dans le cœur qu'on ne peut pas dire. Il y a des sentiments qui sont dans le cœur qu'on ne peut pas dire. C'est le cas de l'amour. L'exemple le plus patent, c'est celui de l'amour. L'amour, ce que tu sens à l'intérieur de toi, cet amour-là, vous ne pouvez pas dire ça devant la personne que vous aimez. C'est pas possible. Vous dites que je t'aime. Mais en réalité, ce que vous sentez, c'est pas l'équivalent de cette phrase-là, je t'aime. C'est pas ça. C'est pourquoi les cultures occidentales, quand ils sont devant la personne qu'elles chérissent, qu'est-ce qu'elles font? Dans ces situations-là, elles présentent une fleur. Parce que c'est la fleur pour eux qui peut symboliser cette forte sensation-là d'amour qui est à l'intérieur de nous. Mais pas le mot. Ou bien d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des poèmes. Ils écrivent de beaux poèmes. Et maintenant, le poème qu'il va écrire, il va donner ça à la personne qu'il aime. Et maintenant, la personne, lorsqu'elle lit ce poème-là, alors elle sent un sentiment très profond. Elle sent un sentiment très profond. Donc, en fait, c'est un sentiment très profond qu'elle va sentir venant de l'autre personne. Pourquoi? Parce que l'autre personne n'a pas les mots, n'a pas le vocabulaire, n'a pas les phrases, n'a pas l'expression pour dire ce qu'il sent. Mais lorsque l'autre lit le poème, alors il y a une sensation, une énorme sensation qui s'éveille en lui. Vous voyez? Donc, le langage, donc, vous voyez, ne traduit pas toujours ce qui est dans l'âme, il ne traduit pas aussi ce qui est dans le cœur. Voyez, il ne traduit pas ce qui est totalement ce qui est dans l'âme, il ne traduit pas totalement aussi ce qui est dans le cœur. Et même certaines sensations du corps. Quand quelqu'un est malade, s'il va à l'hôpital, il dit par exemple au médecin que c'est ma tête qui me fait mal, mais le médecin ne peut pas savoir exactement le degré des maux de tête de ce malade-là, il ne peut pas le savoir. Il essaie tout simplement de faire, une supposition approximative. Il utilise des matériels, mais il ne peut pas savoir le degré. C'est impossible. C'est toi seul qui sais. Peut-être il va essayer, d'ailleurs les médicaments qu'il vous donne, il tente seulement. Il dit qu'à peu près, peut-être, c'est une hypothèse, ceci peut le soigner. Mais la maladie, la douleur de votre tête, parce que vous l'avez senti à l'intérieur de votre corps, vous n'avez pas les mots pour le dire. Exactement, je dis les mots pour le dire exactement. Donc, vous voyez, le langage, donc, tout à l'heure, le langage, donc, ne peut pas... Oui, il y avait une petite coupure, excusez-moi, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, voyez, le langage, donc, ne peut pas exactement traduire ce que nous pensons. Il ne peut pas aussi exactement traduire ce que nous sentons dans notre cœur ou bien dans notre corps. Première chose, donc là, il y a forcément une rupture entre le langage et la pensée. Donc, aussi, le langage aussi peut avoir, le langage aussi peut être obstacle à la pensée. Voyez, il y a des choses qu'on peut dire et qui ne viennent pas de la pensée. Voilà la deuxième chose. Donc, je vais redire tout ce que je viens de dire. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que une grande partie des philosophes disent que le langage et la pensée vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Voilà ce que j'avais dit tout à l'heure. Et maintenant, dans un deuxième temps, je vous ai dit qu'en philosophie, toujours il y a un pour et un contre. Le contre ici, dans un premier temps, consiste à montrer qu'il y a des choses auxquelles on pense, qu'on voit clairement et distinctement, et qu'on est incapable de produire, de transformer ça en langage. On l'a déjà dit. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a des choses maintenant qui viennent, voyez, des mots qui sortent de notre bouche, et que ces mots-là maintenant échappent au contrôle de la conscience. C'est-à-dire, c'est des mots impensés. Ce que j'appelle justement le langage inconscient. Et on peut donner aussi là plusieurs exemples. Et l'exemple avec lequel nous allons commencer, c'est le lapsus. Ce dont on a parlé la dernière fois dans le cours sur l'inconscient. Le lapsus, je vous avais donné la dernière fois un exemple.
c'est vouloir dire quelque chose et on dit autre chose que ce qu'on voulait dire. Par exemple, vous allez, l'exemple que je vous avais donné la dernière fois dans le cours sur l'inconscient, vous allez dans la boutique et en allant à la boutique, vous vouliez acheter quoi? Du café. Arrivez chez le boutiquier, vous lui dites, donne-moi du thé. Alors que vous avez envie d'acheter du café. Voyez? Vous avez envie de prendre du café. Vous avez envie de prendre du café alors que vous dites au boutiquier, donne-moi du thé. Voyez? Alors, donc, c'est ça. Vous dites au boutiquier, donne-moi du café, vous dites donne-moi du thé, alors que c'est ça le lapsus. Le lapsus est un exemple qui montre que il peut y avoir des mots qui échappent au contrôle de la conscience. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui ont une certaine maladie liée à la difficulté de prononcer correctement les mots. Il y a une maladie qui s'appelle l'anartrie. Voyez, c'est-à-dire lorsqu'on est incapable de prononcer correctement les mots. Par exemple, les personnes qui bégayent, le bégayement, les personnes qui bégayent, qui prononcent mal, à chaque fois qu'ils expriment des mots, soit ils diminuent ce qu'ils voulaient dire, ou bien soit ils ajoutent quelque chose de nouveau à ce qu'ils voulaient dire. Ce qui va rendre parfois maintenant leur discours insensé et que les autres ne comprennent pas. Donc vous voyez, donc le délire aussi en est un exemple. Le délire, c'est le langage du fou. Le fou, attention, mais là il va falloir qu'on ouvre une petite parenthèse. Le fou, ce qu'il dit, c'est un langage inconscient pour nous. Nous qui l'écoutons, nous qui sommes ses interlocuteurs. Voyez? Mais par contre, ce n'est pas un langage illogique pour le fou. Ça, c'est une autre dimension. Parce que n'oubliez pas que le fou, il est dans un autre monde. Mais ça, c'est une autre question. Mais pour nous qui l'écoutons, le délire est un langage inconscient. Pour nous, êtres rationnels. Nous qui considérons que nous sommes des êtres rationnels, le mot du fou, les mots du fou, c'est un discours irrationnel. C'est ça qu'on appelle le délire. Donc, vous voyez, il y a donc deux choses. Donc, vous voyez, il y a un langage impensé. C'est ça qu'on appelle un langage impensé. Ce que je viens de dire. Soit le lapsus, le délire, ou bien le problème du bégaiement, ou bien le bégaiement maintenant, ça crée une maladie qu'on appelle l'anartrie. L'anartrie, c'est ça. La difficulté de prononcer correctement un mot, ce qui maintenant rend un discours confus, ce qui rend un discours irrationnel, ce qui rend un discours aussi incohérent. Et ça, c'est un langage inconscient. Voyez? Donc il y a une rupture, bel et bien il peut y avoir bel et bien une rupture entre le langage et la pensée. Donc vous voyez, c'est ce qui suit. Dans un premier temps, on a montré le rapport entre le langage et la pensée. Dans un premier temps, on a dit que le langage et la pensée forment une seule et même entité, un seul et même ensemble. Dans un second temps maintenant, on a montré qu'il peut y avoir bel et bien une opposition entre le langage et la pensée. On peut sentir ou bien penser à quelque chose et nous n'avons pas la possibilité, le pouvoir d'extérioriser ça sous forme de langage. Ensuite, nous avons dit qu'il y a des mots qui échappent à la conscience. Il y a beaucoup de mots qui échappent à la conscience. Merci Babacar, je vois, c'est bien. Alors, donc il y a beaucoup de mots qui échappent à la conscience. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le langage inconscient. Et j'ai cité le délire, j'ai cité le lapsus, j'ai cité le bégaiement, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, dans un premier temps, nous avons montré la différence entre le langage animal et le langage humain. Ensuite, nous avons montré les rapports entre le langage et la pensée. Nous avons montré aussi l'opposition qui existe entre le langage et la pensée. Maintenant, on va enchaîner. On va ouvrir maintenant une autre brèche. Oui, qui est importante dans ce cours-là. Cette brèche, c'est quoi? C'est que l'homme a deux formes de langage qui sont très intéressantes. Les deux formes de langage là, c'est quoi? C'est l'oralité et l'écriture.
Le débat maintenant va tourner sur ces deux formes de langage-là. L'oralité et l'écriture, justement. Ou bien, moi je l'intitule même, l'oralité contre l'écriture. Parce que c'est un débat. L'oralité contre l'écriture. Voyez, une opposition. L'homme a ces deux formes de langage-là. A deux formes de langage, vraiment les deux formes de langage chez l'homme. Les plus importantes sont l'oralité et l'écriture. Maintenant, dans ce cours-là, l'oralité et l'écriture vont constituer un dualisme ou bien une opposition. Pour certaines cultures, alors, c'est l'écriture qui est la meilleure forme de langage. Pour d'autres cultures, par contre, c'est l'oralité qui est la meilleure forme de langage. C'est pourquoi j'ai dit oralité contre écriture. Voyez, si on prend les cultures occidentales, voyez, pour eux, l'écriture, c'est la meilleure forme de langage. Par contre, nous, Africains et négro-africains, pour nous, l'oralité est la meilleure forme de langage. Et c'est pourquoi je dis que c'est comme un match de football. On va maintenant, ici, voir pourquoi les Occidentaux soutiennent que l'oralité est la forme de langage la plus importante. Ensuite, dire pourquoi maintenant les Africains disent que l'oralité est la meilleure forme de langage. Ça qu'on va voir. Donc l'Occident, pour l'Occident, c'est l'écriture. Pour l'africanité, c'est l'oralité. Très bien. Maintenant, les Occidentaux disent que l'écriture n'est pas, comment encore, l'écriture est la forme de langage la plus sûre. Pourquoi c'est la forme de langage la plus sûre? Parce que tout simplement, tout ce qu'on peut écrire, on peut le garder. Dans une bibliothèque, il y a des livres. Justement, les livres, ce n'est rien d'autre que l'écriture. C'est une mémoire artificielle. Voyez, l'écriture, on ne le rectifie pas. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un livre qui est déjà saisi et que vous allez prendre une gomme pour gommer ça. Non. C'est pourquoi il dit que l'écriture a plus de sûreté que l'oralité. Voyez, donc l'écriture, donc c'est une forme de savoir pérenne. Voyez, qui reste avec le temps. Si vous voyez, les premiers livres, les livres qui étaient là, avant l'Antiquité, les livres qui étaient là, de l'Antiquité, les livres des anciens penseurs, jusqu'à maintenant sont là. Pourquoi? Parce que les écritures sont toujours là. Elles sont toujours constantes. On ne peut pas les changer. Voyez? Donc, pour eux, l'écriture, c'est la forme de langage la plus sûre. Ensuite, cette même écriture-là, c'est ce qui permet d'enseigner certains savoirs, surtout les savoirs scientifiques, les savoirs exacts et les savoirs aussi expérimentaux. Sans écriture, on ne peut pas apprendre par exemple les mathématiques. Comment vous pouvez calculer 7 plus 19, plus 20, plus 25, plus 30, plus 46, plus 67 sans l'écriture? Est-ce que ça c'est possible? On ne peut pas faire cette opération-là. Donc pour qu'il y ait science, voyez, il faut qu'il y ait de l'écriture. Sans écriture, il n'y a pas de science. Et maintenant, parler de science, c'est justement parler de la technique. On parle de technosciences. Parce que la science est théorique, la technique est pratique. Ce sont ces deux-là qui vont ensemble. Donc, pour l'occidental, s'il n'y avait pas d'écriture, le monde n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Voyez, voilà la raison pour laquelle maintenant, les occidentaux favorisent l'écriture. Voyez, ce qui est écrit, on ne peut pas oublier ça. Ou bien si on oublie, on va aller vérifier. Par exemple, dans tel livre, dans le Cratyle, écrit par Platon, alors on l'a lu, on a oublié quelque chose. Le Cratyle, c'est un dialogue de Platon qui parle du langage. On va réouvrir le livre pour voir. On peut le relire. Donc, l'écriture, donc, on peut revoir. L'oralité n'a pas cette possibilité-là. Voyez, donc, raison pour laquelle maintenant, les Occidentaux soutiennent, admettent que l'écriture, c'est la forme de langage la plus importante, la forme de langage la plus sécuritaire, la forme de langage qui dure le plus. Voyez? Maintenant, les Africains, eux, rejettent cette thèse catégoriquement. Pour le vrai Africain, l'écriture n'a pas de sens. Et je vais m'expliquer. Pour le vrai Africain, l'écriture n'a pas de sens.
pourquoi l'écriture n'a pas de sens et que l'oralité a un sens chez les vrais Africains? Pour eux, si on écrit, ce qu'on écrit, n'importe qui peut accéder à cette écriture, à ces écritures-là. N'importe quelle personne peut accéder à ce livre-là. Et si n'importe quelle personne peut accéder à ce livre-là, alors n'importe quelle personne peut connaître. Ce qui est dangereux pour l'Africain. Pour l'Africain, la connaissance est un secret. C'est pourquoi les Africains n'écrivent pas. Pour eux, la connaissance, c'est un secret. C'est pas tout le monde de connaître. C'est pas tout le monde n'a pas le droit à la connaissance. Il y a des gens qui doivent connaître, ce qu'ils appellent les sages. C'est pourquoi maintenant, quand un Africain enseigne, il n'utilise pas le livre. Il n'utilise pas le tableau. Je parle justement des traditions africaines. Je parle de l'Afrique classique. C'est ça que je dis ici. Alors, il n'utilise pas le tableau. Il n'utilise pas le livre. Mais il utilise l'oralité. L'oralité, donc à travers le dialogue. Et l'enseignant, celui qui enseigne, le maître, il n'écrit pas un livre pour le jeter et qu'un jour, une personne immorale peut accéder à ce livre-là et le lire et le comprendre et utiliser ce savoir-là dans un mauvais sens. Voilà ce que l'Africain évite. C'est pourquoi le maître, celui qui a le savoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser ce savoir-là et il transmet le savoir à celui qui il veut, celui qui choisit, la personne adéquate, capable de garder le secret. Une personne qui est, capable de garder le secret, une personne qui a de bonnes mœurs, il le choisit et il lui transmet le savoir sous forme de parole. Pour lui, c'est comme ça. Et maintenant, pour l'Africain aussi, le fait de véhiculer le savoir, avec les mots est beaucoup plus pédagogique que le fait de véhiculer le savoir avec des livres. Parce qu'un livre, un texte, tu peux le lire et ne pas le comprendre et tu crois que tu as compris alors que tu vois le contresens de ce texte-là. Ce qui n'existe pas dans le cadre du dialogue entre le maître et son élève, entre le maître et l'élève, ça n'existe pas. Parce que le maître explique clairement. Il utilise des S, il utilise des chants, il utilise des paroles mystiques et à tout moment, l'élève peut couper le maître pour lui poser une question. Et le maître revient sur ça. Alors qu'avec l'écriture, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi l'Africain favorise le savoir oral. Donc, vous voyez, voilà un combat. Donc, vous voyez, voilà l'autre partie. Donc, c'est ce dialyse. Un sujet de dissertation peut se porter sur ça. L'écriture, par exemple, un sujet du genre, l'écriture est-il, pour celui qui parlait des détails l'autre jour, ce n'est pas des détails. Un sujet de dissertation peut bien se porter sur ça. L'écriture est-elle plus fiable que l'oralité? Vous voyez, l'écriture est-elle plus sérieuse que l'oralité? Un sujet de dissertation peut être ça. Vous voyez, pour l'occidental, oui, l'écriture est plus fiable que l'oralité. Pourquoi? Parce que sans écriture, on ne peut pas enseigner la science. L'écriture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas falsifier pour l'occidental. Et l'écriture, maintenant, permet à chaque génération de comprendre très bien et clairement la vie de ses ancêtres. Alors que l'oralité, pour l'oralité, ce n'est pas clair. Parce qu'une parole, on peut la modifier. Une date, on peut la modifier. Une image, on peut la modifier. C'est possible quand on parle. L'Africain, lui, dit non. Je préfère, moi, l'Africain, l'oralité. Parce que quand je préfère l'oralité, je donne à celui que je veux le savoir. Et c'est celui-là à qui je donne le savoir, c'est moi-même qui vais le choisir. C'est moi qui vais choisir celui-là, pas une autre personne. Et je sais que cette personne-là a de bonnes qualités morales. Et je vais lui attribuer, et je vais lui donner mon savoir sous forme orale. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, ici, l'enseignement passe de bouche à oreille. Vous voyez, le maître, c'est comme il prend quelque chose, il l'ancre dans la tête de l'individu qui est en face de lui. Parce que les mots ont une valeur en Afrique. Les mots ont une valeur en Afrique. Donc, voilà donc l'écriture contre l'oralité. Toujours nous sommes dans le cours sur le langage. Alors, donc ensuite maintenant, on va encore progresser. Maintenant, puisque dans la vie, voyez que l'homme
a un langage. On avait déjà dit que l'animal a un langage qui est très limité. On a vu aussi les deux formes de définition du langage. On a vu aussi que le langage repose beaucoup sur la pensée. On a vu aussi que ce n'est pas toujours le cas, en montrant l'opposition entre le langage et la pensée. Maintenant, on a vu l'opposition entre les deux formes de langage qui existent chez l'homme, c'est-à-dire le langage oral et le langage écrit. Maintenant, maintenant, puisque l'homme a tout ça, maintenant, l'homme, d'où est-ce qu'il a pris ce langage-là? D'où vient, ou bien, d'où vient le langage? D'où vient le langage chez l'homme? Voilà une autre problématique philosophique. D'où vient le langage chez l'homme? Le langage dont on parle jusqu'à présent, alors on peut se demander d'où est-ce qu'il vient? Répondre à cette question-là, les origines du langage, c'est-à-dire d'où vient le langage, alors aussi, je vous ai dit qu'en philosophie, on ne donne pas une seule réponse. Ce n'est pas philosophique. Toujours, on donne au minimum 2 réponses, 2 à 3, 4 réponses. Ça dépend. Ici, au moins, je vais donner 3 réponses. La première réponse, c'est la réponse religieuse. Dans les religions monothéistes, que ce soit surtout dans le christianisme, alors on dit que la Bible, c'est ce qui est dans le manuel, c'est pourquoi je le dis, c'est ça qui est dans le manuel. Alors, on dit que on dit que c'est l'homme lui-même qui a créé le langage. Quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé la terre, et il a fait descendre Adam et Ève sur la terre, Dieu a donné à Adam et Ève la possibilité de nommer toutes les choses qui existent sur la terre. C'est ça qu'on appelle le langage adamique, c'est-à-dire le langage d'Adam. Adam, c'est comme ce qu'on dit ici à Djibouti, Aden. C'est ça. Ève, c'est Hawa. Vous voyez, en français, on dit Adam et Ève. Alors, donc, voyez donc, Adam et Ève, donc, ont créé une langue. C'est ça qu'on appelle proto-langage, ou bien première langue, cette langue-là. Voyez, Adam et Ève ont créé ça. Donc, ce sont eux qui ont... Donc, ça s'appelle langue adamique. Ne dites pas que c'est tel... Non, pour être simple, ça s'appelle langue adamique. C'est aussi simple que ça. Langue, ou bien la langue d'Adam et d'Ève. C'est aussi simple que ça. Ou bien première langue. Donc, ce sont eux qui l'ont créé. Pour dire que voilà, ceci s'appelle arbre, ceci s'appelle table. Ce sont eux qui l'ont créé. C'est la première langue. Et maintenant, cette première langue-là a évolué, elle a progressé jusqu'à nos jours. Et c'est cette première langue-là maintenant qui a évolué, qui a progressé et qui s'est transformée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on obtienne aujourd'hui les langues que nous avons. Somali, Afar, anglais, français, arabe. C'est cette langue, cette première langue-là qui a donné ça. Donc, voilà la première réponse, qui est la réponse monothéiste. Donc, Adam et Ève ont créé la première langue. Et cette première langue-là a évolué pour donner les langues que nous avons aujourd'hui. Toutes les langues que nous avons toutes les langues que nous avons. Vous voyez? Ensuite, il y a aussi une réponse qui est venue des philosophes classiques. Les philosophes classiques disent que de la Grèce. Ces philosophes-là disent quoi? Eux, ils soutenaient ce qu'on appelle le cratilisme. Cratilisme, ça s'écrit, bon, avec C, R, A, T, Y, L, I, S, M, E. Cratilisme. Platon même a écrit un livre qui s'appelle le Cratyle, qui parle du langage. Pour les Grecs, le langage comment dire encore? Pour les Grecs, le langage a un rapport avec ce cratyle. Ça vient, c'est du cratilisme, en fait. Entre guillemets. Le langage, c'est du cratilisme. Entre guillemets, ça ne se dit pas. Alors, donc, voyez pour les Grecs, c'est quoi le cratilisme? Le cratilisme, c'est quoi? C'est tout simplement la parole qui imite la réalité extérieure. C'est quoi la parole? Le son, ce que je dis. Ce que je dis, j'essaie d'imiter. C'est-à-dire de faire, de se ressembler à la réalité extérieure. Je donne un exemple très simple. Quand je dis vent, le vent, il y a un petit vent qui sort de ma bouche. C'est ça le cratilisme. Voyez, quand je dis vent, il y a un petit vent qui sort de ma bouche. Vous voyez, quand je dis vent, il y a un petit vent. Si vous faites comme ça, quand je dis, je donne un autre exemple, quand je dis inspirer, quand j'inspire, alors en même temps, j'imite l'acte d'inspiration. Quand je dis expirer, j'imite l'acte d'expiration. Ça, le cratilisme.
C'est-à-dire imiter la réalité sensible. C'est ça qu'on appelle le caractérisme. Ensuite, il y a une troisième réponse maintenant. Cette réponse-là, elle est la plus moderne parce que c'est celle des linguistes. La linguistique maintenant dit que le langage, c'est une convention. Qu'est-ce qu'une convention? C'est-à-dire le mot convention a un rapport avec le mot consensus. C'est-à-dire être d'accord sur le sens et la signification des mots. C'est-à-dire être d'accord sur le rapport entre signifiant et signifié. Je répète, là j'ouvre une parenthèse, ce que je devais dire plus haut. Signifier, c'est l'idée qu'on a de la chose. Signifiant, c'est la réalité concrète. Par exemple, quand je dis table, le mot table, la réalité concrète, là, ça c'est le signifiant. Maintenant, le signifié, c'est l'idée que j'ai en tête. Voyez, maintenant les linguistes disent que, justement, les hommes sont tombés d'accord, se sont regroupés et sont tombés d'accord pour nommer chaque chose. C'est ça qu'on appelle le conventionnalisme. Donc, le langage, c'est une convention. Dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nommer ça mur, nous allons nommer ça ventilateur, nous allons nommer ça livre, nous allons nommer ça feuille, nous allons nommer ça café, etc., etc. Donc, vous voyez, alors, donc c'est ça le langage. Le langage, c'est ça. Donc, c'est le conventionnalisme. Donc, on a trois réponses. Donc, nous avons, pour montrer les origines du langage, nous avons ici donné trois réponses. Et je peux donner aussi une quatrième réponse, qui est encore philosophique. La quatrième réponse qui est philosophique, c'est la réponse amenée par ces philosophes, théorisée par ces philosophes du nom de Rousseau. Rousseau dit quoi? Rousseau, lui, il dit que le langage est naturel, mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme est, comment encore, les langues sont naturelles. Et je vais expliquer, je vais rendre ça beaucoup plus clair. Rousseau dit que, vous savez que chez Rousseau, la nature est généreuse avec l'homme. La nature a donné à l'homme tout ce dont il a besoin. Contrairement à Kant, c'est une autre parenthèse pour vous permettre. Kant dit que la nature est avare avec l'homme, mais elle est généreuse avec l'animal. Voilà ce que dit Kant. La nature est avare avec l'homme, mais elle est généreuse avec l'animal. Ici maintenant, Rousseau dit le contraire. Rousseau dit que la nature est généreuse avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à l'homme tout ce dont il a besoin. Dès que l'homme, ce qu'on appelle état de nature, ce qu'on va expliquer dans les autres cours qui vont venir, on n'est pas encore là-bas. Alors, je vous rappelle que tous les chapitres vont être développés dans cette thèse. Ne vous précipitez pas. Alors, donc, de même que les questions méthodologiques et tout ça vont être traitées ici. Alors, donc, Rousseau dit que donc, la nature est généreuse avec l'homme. La nature est généreuse avec l'homme. Elle a donné à l'homme tout ce dont il a besoin. Par exemple, quand les premiers hommes sur Terre, quand ils sont venus sur Terre, alors la nature leur a donné des sentiments, des sensations. Justement, c'est-à-dire, quand quelque chose me fait mal, je le sens à l'intérieur de moi. Quand j'ai un plaisir, je le sens à l'intérieur de moi. Voyez, quand j'ai du plaisir, je le sens à l'intérieur de moi. Quand quelque chose me fait mal aussi, je le sens à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est des sensations. La nature m'a donné ça. Ça, c'est naturel. Sentir une douleur, c'est naturel. Sentir un plaisir aussi, c'est naturel. Maintenant, la nature ne s'est pas seulement limitée à ça. Il nous a donné la possibilité de sentir, mais il nous a donné aussi des moyens d'exprimer ces sensations-là. Exemple, quand j'ai un plaisir, je vais rire. Le rire. Quand quelque chose me fait mal, quand j'ai une douleur, je pleure. Donc, des sensations et des moyens d'exprimer ces sensations-là. Et justement, ces moyens d'exprimer ces sensations-là, que ce soit le rire, que ce soit les cris, que ce soit les pleurs, c'est ça que l'homme va développer. C'est ça que l'homme va transformer. C'est ça que l'homme va changer en forme de langue petit à petit jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi les premières langues, c'était des langues désarticulées. C'est comme des cris et des chansons. Les premières langues, c'était comme ça, c'est Rousseau. C'était comme des cris et des chansons. Et maintenant, petit à petit, maintenant, les langues vont se développer jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Jusqu'à en avoir ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des langues articulées. Voyez, par exemple, le français est une langue d'articulation, ce que disait Senghor. Voyez? Alors donc, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Mais à l'époque, les premières langues
était tout simplement ça, c'était des langues désarticulées. Pourquoi? Parce que les premières langues venaient tout simplement de se concentrer à l'intérieur de nous. D'ailleurs, ces premières langues-là n'exprimaient que des sentiments, parce que nous étions à l'état de nature. Ce que se dit, ça va être beaucoup plus clair dans les autres cours qui vont venir, surtout le cours portant sur la société et le politique. Alors, vous voyez, donc, en gros, voilà les différentes réponses qu'on peut en tirer des origines du langage. Donc, je répète là aussi, j'ai dit que le langage, pour les religions monothéistes, c'est Adam et Ève qui ont créé la première langue, ce qu'on appelle proto-langage, et qui a évolué pour donner les langages que nous avons aujourd'hui. 2, maintenant, j'avais parlé du cratilisme, c'est les anciens Grecs, si je ne me trompe pas. Le cratilisme, ce n'est rien d'autre que imiter la réalité naturelle avec des mots. Quand je dis vent, il y a un vent qui sort de ma bouche, par exemple. 3, tout à l'heure, j'ai parlé de Rousseau. Quand je dis Rousseau, il nous dit que tout simplement, le langage, ça vient de la nature. Pourquoi? Parce que la nature nous a donné des sentiments. Quand on dit sentiment, on le sent. On ne peut pas écrire sentiment sans écrire le verbe sentir. Donc, on le sent naturellement à l'intérieur de nous. Mais il nous a donné aussi des moyens d'exprimer ces sentiments-là. Rire, crier, le fait de rire, le fait de crier, le fait d'hurler, etc. Ce sont ces choses-là que l'homme a transformées en langue aujourd'hui. Voyez, ensuite j'ai parlé de la théorie des linguistiques. Les linguistiques, eux, ils disent que le langage n'est rien d'autre qu'une convention, que ce sont les hommes qui se sont regroupés pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nommer chaque chose comme ci, comme ça. Maintenant, mais cette théorie-là comporte un problème. Si les hommes n'avaient pas de langue au départ, voilà le problème de cette théorie-là. Si au départ, a priori, les hommes n'avaient pas une langue pour se comprendre, comment allaient-ils se regrouper pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nommer ceci table, nous allons nommer ceci porte, etc., etc. Voilà la problématique de cette théorie. Donc, voyez, aussi maintenant, une fois que nous avons fini maintenant de parler des origines du langage, parce qu'on en a donné plusieurs, alors on va progresser. On va parler maintenant des fonctions du langage. Les fonctions du langage. Fonctions du langage. C'est quoi ici? Quand je dis fonction du langage, ça veut dire ces dimensions. Quel est le rôle que peut jouer le langage dans la vie de l'homme? Fonction ici, c'est ça. Le rôle que le langage peut jouer dans la vie de l'homme. C'est-à-dire l'importance du langage dans la vie de l'homme. Vous savez que s'il n'y avait pas de langage, la vie de l'homme serait désordonnée. La première fonction, c'est la fonction logique. Si aujourd'hui, avec le confinement, on a dit que chacun reste chez lui, que chacun reste chez soi, on a dit ça clairement, que personne ne sorte et que tout le monde a respecté ça, et que dehors, il n'y a que les policiers et les gendarmes. Alors, ça, c'est grâce au langage qu'on a cette... Personne ne traîne d'or. Il n'y a personne. Parce que justement, ça, c'est l'ordre. Nous sommes en ordre. On respecte ça. Donc, le langage, donc, a permis aux hommes de vivre dans des relations logiques. C'est avec le langage, la communication que j'ai faite tout à l'heure, le message que j'ai publié dans Agora Virtuel, en vous disant que le cours va commencer dans 20 minutes. Et dans 20 minutes, ceux qui sont intéressés sont là. D'autres vont écouter la vidéo après. Vous voyez? Alors donc, c'est à cause du langage que cet ordre-là est respecté. Vous voyez donc, le langage donc joue le rôle, voyez, joue le rôle, un rôle logique. S'il y a une cohérence logique dans nos relations, c'est à cause du langage. Donc, la première fonction du langage, aussi, on pourrait parler de ça. Le langage permet aux hommes de communiquer. Communication. Voyez, pour être encore plus simple dans cette partie-là, disons que le langage est pratiqué dans toutes les activités humaines. Dans la religion, vous ne pouvez pas pratiquer une religion aujourd'hui sans langage. Si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas faire la prière sans réciter les sourates. Au minimum, la sourate Al-Fatiha. On ne peut pas prier sans réciter la Fatiha, c'est pas possible. Et dès que vous récitez la Fatiha, alors vous êtes dans le cadre du langage. Vous ne pouvez pas comprendre aussi une religion sans lire le Coran. Quand on dit lecture, c'est le langage écrit. Quand on dit lecture, c'est le langage écrit. Donc vous voyez, donc le langage donc, est pratiqué dans la religion.
Le langage, ce qui nous permet d'être en ordre. Le langage aussi est pratiqué, par exemple, dans l'art. L'art qu'on va traiter après, le cours sur l'art, et non pas l'art. Le cours sur l'art, avec la production d'Ibo. Vous savez que toute œuvre d'art est un langage. Que soit il danse, s'il danse, les gestes que là, ce qu'il fait, ce n'est pas des gestes insensés. Ces gestes-là ont une signification. Il chante, dès qu'il chante, il parle. C'est un langage. Vous voyez, il écrit un poème, le poème c'est un langage. Il fait un tableau d'art, le tableau-là, on l'interprète, on le verra. Celui qui fera le cours sur l'art va revenir sur ça. Vous voyez, donc le langage est pratiqué dans la religion, le langage est pratiqué dans l'art, le langage est pratiqué dans le travail. Dans tout travail, il y a le langage. L'exemple le plus simple, c'est ça. Je suis en train de faire un cours. Je parle, si j'avais un tableau, j'allais écrire. Je fais aussi des gestes. Toutes les trois formes de langage. Vous voyez? Donc le langage est pratiqué dans toutes les activités humaines. Le langage aussi joue le rôle de thérapie. Le langage a une fonction thérapeutique. Le langage peut soigner. Le langage est appliqué dans les soins sanitaires. Si vous allez à l'hôpital, pour que le médecin vous diagnostique clairement, il va falloir qu'il vous pose des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et dès que vous répondez, il y a un dialogue. Dès que vous répondez, il y a un dialogue. Et ce dialogue-là, justement, dialogue, donc les deux et le logos, il y a un langage. Vous voyez? Et même, on peut soigner une maladie avec le langage. Avec des paroles mystiques, ce qu'on appelle des incantations. On peut soigner une maladie avec des incantations. Puis ici en Afrique, si vous allez dans les villages, ici ça existe. Quand un serpent a mordu quelqu'un, par exemple, alors que l'hôpital est très loin de là-bas, alors il y a des vieux en Afrique ici, ça existe même ici, des vieillards qui peuvent soigner, voyez, comment encore, cette piqûre du serpent, il y a des vieillards qui peuvent soigner ça, tout simplement en prononçant quelques paroles. Ces paroles-là, c'est ça qu'on appelle incantation. Et que vous voyez, le venin du serpent va descendre. Il ne va plus monter, il va descendre. Ils peuvent le soigner avec tout simplement des mots. Donc, vous voyez, le langage peut soigner. Donc, le langage est en relation avec la santé humaine. Le langage est en relation avec l'art. Le langage est en relation avec le commerce. La publicité. Vous voyez, quand on fait la publicité, on fait le langage. Vous voyez, le langage aussi est utilisé pour régler beaucoup de problèmes. Quand il y a, par exemple, guerre, quand il y a conflit, quand il y a querelle, on utilise le langage sous forme de dialogue. Vous voyez, là, il y a opposition, il n'y a que le dialogue qui règle ça. Donc, vous voyez, le langage est très intéressant dans la vie, dans toutes les actions humaines. Cependant, et c'est par là que je vais terminer, il peut y avoir maintenant des dérives du langage. C'est-à-dire un langage qui est dangereux. Le langage qui peut créer la violence. Le langage qui peut créer des conflits. Le langage qui peut créer des oppositions entre les hommes. C'est-à-dire un discours, par exemple, un discours qui est immoral, un discours vulgaire, le cas des insultes, le cas du comportement, un discours qui est pervers, vous voyez, qui ne respecte pas la morale. Cela peut créer des conflits entre deux personnes, cela aussi peut créer des conflits entre des nations, des conflits, des oppositions entre des nations. C'est pourquoi un discours doit être bien rédigé. Un discours doit être lu et être relu et être relu. Vous voyez, aujourd'hui, surtout avec les moyens ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication, alors un seul mot peut créer une guerre. Un seul mot peut créer une guerre. Vous voyez, un seul mot peut créer une guerre. Donc, le langage donc, peut créer des dangers. Si ce langage-là ne prend pas en compte la morale, si ce langage-là ne mesure pas les conséquences a posteriori, vous voyez? Donc, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est donc les dérives du langage. En gros, voilà ce cours-là. Et je vais rappeler rapidement ce que je viens de dire. Alors, dans un premier temps, donc pour terminer, dans un premier temps, donc, j'avais introduit le cours en disant que le langage appartient à la communication.
est dans le cercle de la communication. Pourquoi? Parce que la communication englobe le langage, j'avais dit ça. Maintenant, dans un second temps, j'avais donné une définition, une première définition du langage. Maintenant, cette première définition du langage que j'avais donnée, langage en tant que faculté naturelle, alors elle est partagée entre l'homme et l'animal. L'animal a un langage, mais un langage très limité. Le langage animal est un langage très limité. Pourquoi? Parce que l'animal n'a que quelques formes de langage. L'animal n'a que quelques formes de langage. Soit des cris, soit des gestes, soit des signaux. C'est possible les signaux chez les animaux. Par exemple, les fourmis. Vous voyez, en plus de ça, donc c'est limité. 3 formes. Aussi, maintenant, le problème de l'animal, c'est que le langage animal ne fait que extérioriser des besoins vitaux. Des besoins naturels. L'animal, il crie, soit il a peur, soit il a faim, soit il a soif. Vous voyez, donc c'est limité. Alors que par contre, le langage de l'homme, il parle du réel et même du surréel. L'homme peut parler de l'au-delà. L'homme peut parler avant sa naissance. L'homme peut parler avant sa naissance, de sa naissance. L'homme peut parler aussi d'après sa naissance, de la vie après la mort. Donc le langage humain est immense. Voyez? Donc c'est ça la différence entre le langage humain et le langage animal. Voyez maintenant, chez l'homme maintenant, le langage est une faculté. Oui, chez l'homme, donc le langage. Maintenant, l'autre définition qui est vraiment propre, qui est spécifique à l'homme, l'autre définition du langage qui est spécifique à l'homme, c'est cette définition-là qui consiste à considérer le langage comme un système de signes. Quand on dit signe, un signe, c'est un code commun. C'est-à-dire, les deux individus qui parlent ou bien qui utilisent un langage acceptent la même signification d'un mot. Par exemple, quand je dis livre, nous tous les deux, nous sommes d'accord que un livre, c'est un document qui contient des écritures. Par exemple, une nette définition du livre. Voyez? Donc c'est ça le signe, un code commun. Un code commun. Maintenant, ce signe-là a une double face. Un signifiant et un signifié. Je vous ai dit que le signifié, c'est l'idée qu'on a, le concept. Voyez? Ou bien ce qu'on appelle en français le SEM. S-C-E, accent aigu, M-E. Le SEM qu'on a à l'intérieur de nous. Maintenant, le signifiant maintenant, c'est la chose, la réalité matérielle. Voyez? Alors, donc, le langage donc, comme système de signes permettant à des hommes d'échanger des idées. Oralement ou écritement, ou bien par des gestes, ou bien par des signaux. Voyez? Donc voilà la définition du langage. Maintenant, ce langage de l'homme-là, je ne fais que résumer. Ce langage de l'homme-là est fonctionnel grâce à quelque chose qui est très important chez l'homme, c'est la conscience. C'est pourquoi maintenant, l'autre définition est en rapport avec la première, parce qu'on a dit faculté. Maintenant, cette faculté-là, chez l'homme, c'est ça. Maintenant, cette faculté-là, c'est l'animal, ce n'est pas la conscience. C'est le fait d'être né, et c'est le fait de naître même avec le langage. Le langage animal est inné. Le langage de l'homme maintenant est acquis. C'est pourquoi toutes les deux définitions s'appliquent à l'homme, alors que le langage en tant que faculté naturelle, là, ça appartient à l'animal. Mais toutes les deux, le langage comme système de signes et le langage en tant que faculté naturelle, ces deux définitions-là maintenant se combinent pour avoir une vraie définition du langage chez l'homme. Et je vous avais dit que le langage chez l'homme maintenant s'effectue de différentes manières. À travers l'oralité, avec les langues j'en ai parlé, à travers l'écriture, à travers les gestes, à travers les signaux. Très bien. Aussi, après ça, maintenant, j'ai dit que j'ai parlé du rapport entre le langage et la pensée. Sans pensée, il n'y a pas de langage. Ensuite, il y a une rupture entre le langage et la pensée. Soit il y a des choses qu'on veut dire, nous n'avons pas la possibilité de le dire, soit maintenant il y a des choses que nous disons qui n'ont rien à voir avec la pensée. Vous voyez? Donc là, ça c'est la rupture entre le langage et la pensée. Enfin, maintenant, je vais parler de l'opposition entre le monde blanc, quand je dis le monde blanc, ce sont les Occidentaux, et le monde noir, les Africains. L'Africain soutient le langage oral, l'Occidental soutient le langage écrit. Ça, j'en avais déjà parlé. Enfin, j'ai parlé aussi des fondements, c'est-à-dire des origines du langage, si vous voulez bien. Alors, j'avais donné 3 réponses. Les théories religieuses, les théories maintenant philosophiques et les théories linguistiques.
Voyez, maintenant, enfin, j'ai bouclé par l'importance du langage. Et maintenant, les inconvénients, les avantages, c'est-à-dire les fonctions positives du langage et les inconvénients du langage. Le langage qui peut dériver en danger dans la vie de l'homme. Alors maintenant, je vous remercie beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez le poser parce que je vais couper. Vous pouvez le poser maintenant dans le groupe. Vous pouvez le poser dans le groupe si vous avez des questions. Et un autre va vous répondre. À demain, Inch'Allah. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler avec vous. Il va venir. OK. Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez très bien suivi le cours de M. Kébé. C'était très complet et j'espère que vous avez tous profité de cette occasion pour un peu plus rafraîchir les connaissances que vous aviez déjà sur ce cours concernant le langage. Maintenant, voilà, je voulais vous passer une information parce que il paraît que les cours télévisés du MENFOP vont commencer demain, Inch'Allah. Voilà, donc pour l'enseignement secondaire, ils ont dit que les cours vont commencer de 18h à 23h. Voilà, donc si les cours commencent de 18h à 23h, il faut que vous les suiviez. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va un peu décaler notre heure parce que d'ordinaire, nous commençons à 19h, n'est-ce pas? Donc au lieu de 19h maintenant, nous allons commencer à 18h pile. Voilà, on va commencer à 18h pile et on va essayer maintenant, chaque soir, de limiter les lives à 1 heure maximum. Donc, peut-être 45 minutes d'exposé et peut-être s'il y a des questions, voilà, 15 minutes de réponse aux questions. Mais je pense même qu'on peut, voilà, on peut ne pas répondre aussi en live aux questions parce qu'il y a déjà des professeurs à l'intérieur et d'anciens élèves et aussi des élèves de terminale en ce moment qui sont en train de répondre aux questions par écrit. Ils font un travail exceptionnel et je salue ce travail-là. Voilà, donc il faut qu'ils nous accompagnent, voilà, il faut qu'on s'accompagne tous, voilà. Donc les questions, qu'on les réponde en live comme cela, par écrit, sur les commentaires, c'est très bien. Comme ça, le professeur qui va commencer à faire son exposé, il va faire simplement son exposé. Il aura au maximum 1 heure. Comme cela, vous allez terminer le live en 1 heure, au maximum, il peut faire même moins d'1 heure, voilà, selon la difficulté de la notion et tout cela. Donc, s'il termine le live, directement, comme ça, vous serez libre pour regarder les programmes télévisés, voilà, qui concernent les enseignements en ligne du MENFOP. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ceci dit, demain, Inch'Allah, on commencera à 18h pile. Voilà, à 18h pile, on va commencer. Voilà, s'il est possible aussi de un peu plus raccourcir l'heure, c'est possible. On peut réfléchir ensemble sur cela. Mais l'information à retenir dans les médias, c'est que demain, Inch'Allah, et pour les autres jours, pour l'instant, on va commencer à 18h pile. Et donc, si on commence à 18h pile, à 19h, non, pas à 18h pile, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas 18h. Parce que l'enseignement du MENFOP commence à 18h. Donc, nous, on commence à 17h pile. Voilà, on commence à 17h pile. Donc, 17h pile, on commence. Comme ça, à 18h, on aura fini et vous allez regarder vos programmes télévisés. Inch'Allah. Donc, demain, l'exposé concernera le cours sur le travail. Voilà, donc demain, on va travailler, les gars. On va travailler, Inch'Allah. On va travailler. Voilà. Donc, demain, 17h pile, 17h pile, ou bien même 5h de l'après-midi. 17h pile ou bien même 5h de l'après-midi, selon votre compréhension. Donc, on se dit à demain, Inch'Allah. C'est la minute du pouce bleu, les gars. La minute du pouce bleu. Allez, défoncez-moi ce petit pouce bleu. Allez. Défoncez-moi cela. Allez-y. Le pouce bleu pour conclure. Le pouce bleu, allez-y, les gars. Allez-y. Le pouce bleu. Voilà, je ne vois pas encore le pouce bleu. Je ne vois pas encore de pouce bleu. Allez-y, allez-y. Très bien, je les vois maintenant. Je les vois. Je vois les pouces bleus. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Merci beaucoup la communauté philosophique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc demain, Inch'Allah, voilà, l'exposé concernera le cours sur le travail. Inch'Allah, demain, le travail. On va travailler demain, Inch'Allah. Voilà. Je serai avec moi-même, Inch'Allah.